Bonjour et bienvenue à votre émission L'horticulture dans tous ses états. On retrouve Marthe pour nous parler de mycorhizes, de terreau et d'engrais. Bonjour! Allô? La semaine dernière, on s'était quitté en parlant d'engrais des algues. Oui, on avait survolé un petit peu les algues marines. Puis cette semaine, on s'était quitté en disant qu'on allait parler des mycorhizes. Qu'est-ce que ça? C'est un mot, un beau grand mot. Bon, Ouais. pas si long que ça. Mycorhize. Il ne faut pas confondre. Mycorhize, il y en a qui pensent que c'est un engrais. Ce n'est pas un engrais. Ce n'est pas un supplément non plus. OK. La mycorhize, c'est un champignon. En principe, dans un sol en santé, qui n'a pas été surfertilisé ou trop traité aux pesticides, ce champignon-là est présent dans le sol, dans la plupart des sols. Je parle d'un sol riche en humus, là, pas nécessairement des sols trop sableux ou argileux, plus dans les sols meubles. OK. Sauf que c'est ça, avec l'application d'engrais chimiques puis de produits pesticides, souvent, on appelle ça la flore microbienne du sol, elle meurt, elle ne survit pas à ça. OK. La mycorhize, c'est un champignon qui est excessivement bénéfique aux plantes. Parce que ce champignon-là se développe, il est toujours en survie dans le sol, il est là, il n'est pas actif, parce qu'il a besoin de plantes pour se développer. Ouais. Aussitôt qu'il rencontre la racine d'une plante, il agit en symbiose avec la plante. OK. Il se colle après la racine, c'est là qu'il va pouvoir se développer. Aussitôt qu'il est collé sur la racine de la plante, il va capter la vie, la sève, il va commencer à se développer parce qu'il y a un milieu qui lui est favorable, c'est son milieu. OK. Puis puisqu'il est très gourmand, il est gourmand autant que la plante en éléments nutritifs dans le sol. Fait que là, il va se développer, mais il va se développer en espèce de filament. Il va se développer sur la longueur OK. pour aller chercher le plus possible d'éléments nutritifs tout le temps. OK. Fait qu'il est déjà collé après la racine. Fait qu'il se développe au fur et à mesure que la racine se prolonge, il va se développer? Non, la racine, Non? même si elle ne se prolonge pas vite, lui, il va se développer. OK. Lui, il va se développer. Sauf qu'il agit comme comment que je dirais ça, quasiment comme une prothèse. OK. Il agit, c'est ça, en symbiose, c'est que vu qu'il est collé là, qu'il absorbe les éléments nutritifs du sol, il est connecté après la racine. Fait que tous les éléments que le champignon capte, ils passent dans la racine. OK. C'est vraiment un prolongement. Ça, Oui. Là, on ne le verra pas à la caméra. On voit l'exemple ici sur le dessus. Là, c'est une racine ordinaire, puis là, il y a une racine avec la mycorhize. C'est le double. Le double en quantité de racines. Mais c'est parce que c'est pas toutes des vraies racines, il y a de la mycorhize. C'est un réseau racinaire ou ben non? C'est le mycorhize qui se développe. C'est le Ouais. mycorhize qui se développe. Mais il agit comme une racine. On va prendre une image en gros plan. Il va aller chercher les éléments nutritifs parce que lui, il en veut pour se développer. Oui. Mais il les transmet à à la racine de la plante. Fait que la plante, elle a comme un réseau de racines là, qui se développe là, outre mesure. Ouais. Fait que c'est certain que cette plante-là va avoir beaucoup moins besoin de fertilisation. OK. Parce qu'elle va être capable d'aller en chercher. Le champignon va lui en transmettre une partie que, normalement, elle ne serait pas capable d'aller chercher d'elle-même. OK. Parce que le champignon se rend beaucoup plus loin dans le sol. Bon. Pour une plante en pot, ça va être le même principe. Sauf que la plante qui est en pot, on n'a pas le choix de la fertiliser régulièrement. Mais le champignon, lui, va tout aller chercher tout ce qu'il y a partout dans le sol. Mais il est toujours collé après la racine. S'il n'y a pas de racine de plante en vue, le champignon ne se développe pas. OK. Mais comment on utilise la mycorhize? La mycorhize va être utilisée au rempotage, à la transplantation. C'est le champignon qui est une petite poudre, en fin de compte. C'est un spore, c'est la semence de champignon qui est dans un substrat. Dans ce cas-ci, c'est arbre-arbuste, c'est de la vermiculite. OK.
C'est juste une question de pouvoir mesurer que le champignon y est dans un substrat OK, comme ça. oui, oui, oui. On va enrober la motte avec le produit. OK, On fait juste on en tape tout le tour de la motte qu'on a à rempoter ou à OK. transplanter, OK. que ce soit en pleine terre ou que ce soit une plante qu'on rempote dans un autre pot. Oui, oui, oui. On fait juste mettre la petite poudre tout le tour de la motte, on la met On dans met- son pot, on la met dans la plate-bande et c'est fait. Parce que là, le champignon va être en contact direct avec les racines quand on la colle directement sur la petite motte. Fait qu'il va commencer à se développer tout de suite parce qu'il a besoin des racines pour se développer. Fait que c'est ni un supplément ni un engrais. OK. C'est un allié, je dirais. Oui, C'est plus considéré comme un allié. C'est vraiment un organisme vivant. C'est un champignon. Oui, mais une fois qu'on a mis de la mycorhize, Oui. faut-tu continuer de fertiliser pareil? Oui. 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 On continue nos fertilisations, sauf qu'on va réduire de moitié. Ah, et pourquoi? Sauf avec les algues marines. Si vous OK. utilisez des engrais de synthèse de 15-30-15 ou 20-20-20 ou des engrais chimiques, là, à ce moment-là, il faut absolument couper de moitié les engrais. Peut-être plus selon certains engrais. Je parle toujours chimique. Oui. Parce que l'ennemi du mycorhize, c'est le phosphore. OK. Le phosphore dans les engrais qu'on utilise, les engrais chimiques, c'est le chiffre du milieu. Quand on parle de 15-30-15, c'est 30 de phosphore. OK. Et à 11 de phosphore, le champignon, il meurt. Oh. OK. Fait qu'en principe, il faut y aller à 10 maximum. Fait que le 30 là, même la dose coupée en deux, on est encore à 15 Fait qu'il faut couper encore plus que ça. OK. Parce que de toute façon, la plante n'aura plus besoin de dose normale. Parce que le champignon, lui, il va agir à titre de catalyseur, si on veut. Oui, il va tout aller chercher, là. Il va tout aller chercher ce qu'il peut, puis il transmet automatiquement à la plante. Fait qu'elle a besoin de doses beaucoup plus petites là, d'engrais. OK. Avec les algues marines, il n'y a aucun problème, parce que les algues marines, il y a 0,3 de phosphore dans ça. OK. 0,3. C'est très peu. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de danger de brûler rien avec les algues marines, parce que c'est naturel, puis c'est pas... c'est un taux naturel de phosphore. Ouais. Puis de tous les autres ingrédients aussi qu'il y a dedans, là. Fait qu'il n'y a aucun danger de brûler, puis il n'y a aucun danger de détruire le champignon non plus. OK. Puis c'est sûr que la mycorhize, comme on dit, une plante mycorhizée, elle est mycorhizée à vie. À vie. Ah, OK. Même si on la change de pot une fois, mettons qu'elle est rendue trop étroite dans son pot, c'est ça. On la retransplante. On n'a pas besoin de remettre de mycorhize? Non, parce que le mycorhize a déjà été en contact, il est déjà là, il est collé après les racines, il va continuer à se développer, il va juste avoir plus d'espace dans le nouveau pot, mais il est là. Tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas été tué par un surplus d'engrais chimiques. C'est là qu'il faut faire attention. Mais c'est pour ça qu'une plante en plate-bande, une vivace, de toute façon, vous ne déterrerez pas votre vivace à tous les ans pour remettre de la mycorhize. Non. Hein? Mais vous pouvez mycorhizer une plante qui est déjà implantée, par exemple. Oui, c'était ma prochaine question. OK. C'était ma prochaine question. C'est une plante qui est déjà en place. Oui, une plante qui est déjà en place, surtout dans une plate-bande. Vous prenez un beau manche à balai, quelque chose pour faire un petit trou moyennement profond, puis vous mettez des mycorhizes dedans, vous renterrez, puis tout près, quand même assez près des plantes. Près des plants, là, Puis la mycorhize va finir par... ils vont se rencontrer. Ou les racines vont aller rencontrer, à un moment donné, en poussant, l'espace où il y a le mycorhize, puis le contact va se faire. Fait que vous pouvez faire des petits trous, puis rajouter la mycorhize. C'est le même principe pour mes plantes en pot, mettons. Là, je suis au printemps, je viens de rempoter, puis... j'ai pas mis on le savait pas, je l'ai pas mis, je veux en mettre. Dans un bac à fleurs, faites des petits trous, puis vous incorporez du mycorhize dedans. Le même principe que pour la plate-bande. Même chose. C'est bon, c'est bon.
Puis là, ça rend la plante beaucoup plus résistante Oui. aussi à la si elle va sécheresse. chercher... Ah oui? Oui, à la sécheresse, parce qu'elle Ouais, va elle est avoir dans une- elle va absorber beaucoup plus. Puis si c'est un complexe de racines là, Oui. c'est vraiment un must là, Oui. pour les racines. Ouais. Fait que c'est croissance prouvée, là, ça a été testé, puis c'est vraiment... Avec n'importe quel terreau. Et j'ai fait l'expérience même personnellement l'an passé. Ah oui? J'avais acheté un basilic, un plant de basilic, OK. que j'ai mycorhizé, que j'ai mis dans un petit pot de 6 pouces, à peu près, ouais, grand comme ça, après ça d'eau. Il a passé l'été dans ce pot-là. OK. Mon plant de basilic était haut comme ça, puis il faisait une touffe grosse comme ça. Oh. Il était gigantesque. Ben, j'ai déjà vu des plus gros, mais il Oh, était superbe. oui. Il était très, très beau. Cette année, j'en ai racheté un plant de basilic que j'ai pas mycorhizé, mais à coup pas. Et je l'ai rempoté quand même dans un bon terreau avec du compost. Puis mon basilic a survécu un mois. Ah oui, à ce Oui. point-là? Il n'a pas profité. Non, il n'a pas profité. J'ai donné quelquefois des algues marines, mais j'étais allée avec... C'est vrai que j'avais un compost forestier. Il n'a peut-être pas aimé ça. Mais j'ai vu une différence en croissance. J'ai fini par le perdre. Ah oui. Ouais. Hop là! Fait que là, j'ai présentement un autre plant de basilic qui est là, que j'ai acheté dernièrement, OK. que je vais rempoter prochainement dans un pot un petit peu plus gros, OK. pas beaucoup plus gros, puis que je vais mettre de la Je mycorhize. vais mettre de mycorhize. Ah oui. Puis même, mettons, comme on le disait, là, on parle de terreau, là, mais peu importe la sorte de terreau, c'est bon, là. Même si on a un terreau qui est très, très riche ou... Oui, justement, parce que c'est pas un engrais. OK. Ça change absolument rien. Au côté nutritif, c'est pas un apport, c'est pas un surplus d'engrais, parce que c'est pas un engrais. Oui. Lui va se développer en contact avec les racines. Puis encore là, c'est encore mieux si la plante est rempotée dans un bon terreau avec du compost. Le mycorhize, lui, il va aller chercher tout ce qu'il y a de nutritif dans le compost, puis il va le transmettre à la plante beaucoup plus rapidement. OK. Beaucoup plus rapidement. Puis la plante, elle va pousser assez vite, merci. Pour un brugmansia, je repasse à C'est mon bon pour les brugmansia. personnes qui n'ont pas trop le pouce vert, peut-être, là. Ça peut donner un Ça petit l'aide pouce. beaucoup. Ça l'aide beaucoup. Ça va Ça donner un l'aide petit beaucoup, coup de mais il ne pouce. faut pas être trop généreux. C'est ça. C'est la Trop question, généreux, c'est là. qu'il faut faire attention de ne pas être trop généreux sur les engrais. À moins que vous y alliez bio, si vous y allez avec les algues marines, il n'y a pas de problème. Les émulsions de poissons, tout ce qui est biologique, le compost, aucun problème. Ça, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de brûler quoi que ce soit avec ça. OK. C'est que si vous utilisez des engrais de synthèse chimiques, là, à ce moment-là, il faut couper, moi, je dirais, couper donc au quart, au tiers ou au quart de la dose si vous utilisez le mycorhize. OK. Mais logiquement, oui. logiquement, Si on va aller dans la logique, si on va dans le mycorhize, qu'on va assez logiquement, moi, j'irais tout dans le bio. Ben oui. Moi, je transpose tout dans le bio. Oui. Puis, on parlait de terreaux tantôt, les meilleurs terreaux. Y a-tu il y a des différents, on voit sur le marché, Il y a beaucoup différentes sortes de terreaux, terre noire, terre pour plantes tropicales, puis à un moment donné, on en perd notre latin, là, on sait plus trop se garrocher, puis il y a une différence à faire. Éclaire nos lanternes. D'accord. Il y a une différence à faire avec surtout dans les plantes tropicales. Okay. Parce que si on parle d'arbres, arbustes, jardin, potager, là, c'est sûr qu'on va aller, on peut y aller full compost. Terreau de plantation pour... il y a certaines plantes qui vont demander un terreau plus acide, comme les bleuets. Si on parle des bleuets, les bleuets, c'est une plante qui pousse en milieu acide. Ça prend un sol acide. À ce moment-là, on peut utiliser de la tourbe, carrément de la tourbe, qu'on peut mélanger au trou, dans le trou de plantation, puis mettre un paillis de cèdre. Le cèdre acidifie. Et il y a des terreaux qui se vendent spécifiquement pour plantes acidophiles. Bleuet, rhododendron, ça prend un terreau acidophile. OK. Ensuite de ça, sinon, c'est tout ce qui est riche en compost. On a des terreaux
arbres, arbustes, vivaces, c'est toujours une question de matière organique qu'il y a dedans. Il y a toujours un mélange de mousse de tourbe, mais il y a beaucoup de matière organique. Il y en a certains qui vont avoir un compost forestier, d'autres vont avoir des composts marins. Ça encore là, ça se vend séparément. On peut avoir un sac de compost marin, un sac de compost forestier, mais encore là, le forestier va être plus acidophile. Okay. Il va acidifier le sol. Fait que pour planter un conifère, pour planter un sapin, un cèdre, c'est sûr que vous pouvez aller avec ce compost-là, qui est déjà plus acide. Les composts marins, c'est merveilleux dans les potagers. C'est merveilleux parce qu'il y a un paquet d'oligo-éléments dans les produits de la mer. Tout ce qui est algues, algues marines, tout ce qui est émulsion de poisson, tout ce qui est écailles de crevettes. C'est très, très, très riche en oligo-éléments, tout ce qui est éléments mineurs, comme je dirais, il y a du potassium, c'est sûr, beaucoup de potassium, calcium, zinc, tous les petits éléments, beaucoup de fer. C'est assez riche. Des plats de tomates là-dedans, laissez-moi te dire que ça marche. Oui. T'as vu ça avec des plantes, voyons, tes tomates, comment tu les appelles, des tomates? Mon plaisir. Mon plaisir, oui. Ben, un peu ceux-là, entre autres, puis d'autres aussi, là. Mais compost pour les légumes, on peut juste amender notre potager. Si on a un petit coin de jardin, pas nécessaire d'être en pot, on va amender avec du compost. C'est merveilleux, là, pour les légumes, oui. Ensuite de ça, dans les plantes d'intérieur, là, si on tombe dans les plantes tropicales, là, c'est un petit peu plus spécifique. OK. Le terreau de base de plantes d'intérieur, c'est habituellement, je dirais, un 50 40 à 50 de mousse de tourbe. Ah oui. Avec une balance en compost, humus, peu importe le compost, matière organique. Il va y avoir de la perlite, des petites boules blanches, puis de la vermiculite. OK. Dans le mélange, tout prêt à utiliser. OK. Pour la majeure partie des plantes tropicales. OK. Quand on va spécifiquement, un peu comme l'autre semaine, on parlait des orchidées, là, c'est complètement différent. C'est des copeaux de bois, carrément, qu'il faut utiliser pour les orchidées. Les cactus et les plantes grasses, il y a des terreaux spécifiques pour ça, parce que la plante va demander un sol beaucoup plus sableux. Il y a énormément de sable, beaucoup plus de sable. On le voit au poids, c'est un terreau qui est quand même assez pesant. Puis c'est vraiment sableux. Puis il y a même de la poussière d'argile dans certains mélanges pour que ce soit vraiment là, comme dans le désert. surtout pour les cactus, ça se draine beaucoup plus. Violette africaine, il y a des mélanges spécifiques pour les violettes. Ça va quand même assez bien dans un terreau de plantes tropicales ordinaire pour une violette, mais il y a des terreaux quand même qui se font pour elle. Un petit peu plus sableux, oui, c'est vendu tel quel. Puis sinon, il n'y a pas de différence là. C'est ça le principal, je dirais. C'est cactus et plantes grasses, c'est eux autres qui font la plus grosse différence. Les broméliacées, comme on avait vu, ma petite broméliacée rose la semaine dernière, je pense. On peut utiliser un terreau à orchidée. OK. Pour elle aussi. Là, j'aimerais que... On a parlé de vermiculite, de mousse de tourbe, puis de perlite, puis de... Peux-tu me décortiquer un petit peu? C'est quoi ça sert, toutes ces affaires-là? Puis pourquoi qu'on mélange tout ça? OK. Le mélange, en principe, est pour donner une légèreté au sol, un meilleur drainage, puis une aération. Parce qu'on se demande des fois si c'est pas superflu, toutes ces affaires-là. OK. Par expérience, de là quelques années, les terres noires, il n'y a absolument rien de nutritif là-dedans. C'est un compost. Non, quand c'est marqué terre à jardin, là, c'est une terre qui est tellement décomposée qu'elle en est presque sableuse. Fait que. On laisse sonner. OK. Mon répondeur va embarquer. C'est quoi je disais, non? Terre à jardin. Terre à jardin. Ce qui est identifié comme terre à jardin, c'est en fait
ça a déjà été du compost, qui est très, 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 très décomposé, qui a pratiquement plus aucun élément nutritif dedans. Ça donne un substrat difficile à mouiller. Puis une fois qu'il est mouillé, il est difficile à s'assécher. OK. Je dirais même que des fois, ça fait de la bouette. Ah! De la boue. C'est vraiment... ça se draine pas une fois que c'est bien mouillé. Puis OK. une fois que c'est très, très, très sec, c'est très difficile à arroser. Puis il n'y a pas d'éléments nutritifs dedans. Fait que, en Fait que la principe... bonne vieille terre noire qu'on disait, là, qu'on pensait que c'était si... Ben, la bonne terre noire qui est dans la nature. Si vous avez un champ Ouais, de où terre que noire, vous là, donnez c'est un un coup de autre- pelle puis qu'il y a une belle terre noire en dessous, il n'y a aucun problème là. OK, OK. C'est une belle terre riche qui a de la vie dedans, il y a de la matière organique, il y a des plantes qui poussent dessus, il y a une ça, vie c'est différent, microbienne, là. ça c'est différent. La terre est en décomposition, les plantes sont en décomposition. Ouais. C'est la décomposition des plantes qui va faire l'humus, qui va faire la terre. OK. Mais tant que le processus est en vie, la terre est nutritive. OK. Sauf que quand on l'est rendu, qu'on la vend en sac, rendu en sac, la plupart des éléments nutritifs sont plus là. Sont plus là. Ça peut être utilisé pour renflouer une partie de terre glaiseuse. Si vous avez une terre argileuse, vous pouvez rajouter un peu de terre noire, mais encore là, la mousse de tourbe va faire une meilleure job pour aérer puis aider à drainer cette eau-là là, pour faire de l'aération. Parce qu'une terre argileuse, ça garde l'eau, ça sent bon sens. Oui. Moi, personnellement, terre à jardin, je mets un X là-dessus. OK. C'est pas cher, ça se vend très pas cher. C'est vraiment, vraiment pas mais cher. ça vaut pas cher. C'est ça. Ça vaut ce que ça vaut. ce que ça vaut, c'est ça. Je vais toujours dans des mélanges. Un mélange. OK. Soit compost terreau pour vivace. Quand c'est spécifié, puis de toute façon, maintenant, vous tournez le sac, vous regardez les quantités, c'est marqué tant de pourcentage de matière organique, tant de pourcentage de mousse de tourbe, c'est toujours indiqué. OK. Une bonne qualité de terreau, ça va être indiqué. OK. Puis s'il y a du compost dedans, ça va être indiqué compost de crevettes, compost soit ou juste marin, compost forestier, c'est toujours identifié maintenant. OK. OK. Les fabricants sont beaucoup plus spécifiques, là. Puis c'est dans ces terreaux-là qu'on va aller chercher. La perlite, c'est les petites boules blanches. Oui. Les petites boules blanches, ça sert à l'aération. OK. Ça va aider à l'aération. C'est comme un petit styromousse, là. Oui. Fait que ça fait juste des emplacements où ce que les racines vont arriver là-dessus, ils vont détourner, ça donne une possibilité, ça ameublit. Ça ameublit le tout. La vermiculite, c'est un petit... j'en ai pas sous la main, c'est dommage. C'est un petit substrat, ça ressemble à des petites pièces, des petits morceaux de papier argentés. Dans les terreaux, on en voit des fois un petit peu, c'est brillant un petit peu, là. Ça va quand même garder une certaine quantité d'eau. OK. Ça va garder une certaine humidité. Puis la mousse de tourbe aussi va garder une certaine humidité, puis il va contribuer à l'aération aussi. Fait que tout ce mélange-là, avec le compost, habituellement, ça donne un sol qui va, pour une plante d'intérieur, qui va être viable parce que les racines vont avoir de la facilité à s'implanter, à se faire un chemin, puis ça va à garder son humidité. Quand on l'arrose, ça va garder son eau un certain temps. Puis c'est habituellement un terreau pour plantes d'intérieur de qualité. Tourner le sac, c'est supposé être indiqué. Ça prend c'est en moyenne 50 à 60 de matière organique. Ensuite de ça, il va y avoir de la mousse de tourbe puis perlée de vermiculite. C'est prêt à utiliser. C'est tous des bons mélanges. OK. Il suffit juste de, comme on disait tantôt, quand on tombe dans les spécificités, si on parle d'orchidées, si on parle de cactus, si on parle de plantes grasses, là, il faut aller dans un terreau spécifique. Là, c'est-tu plus avantageux d'acheter les produits séparément puis de faire son mélange ou d'acheter tout mélangé tout près?
non, c'est pas avantageux. C'est pas plus avantageux parce que même souvent, ça revient plus cher. OK. Ça dépend, à moins qu'on ait vraiment un but spécifique, qu'on veut vraiment apporter notre quantité de compost. Bon, quand j'ai fait des plants de tomates en pot sur le patio, je me suis acheté un terreau de transplantation, OK. Ce qu'on appelle le 3 dans 1. Puis j'ai aussi rajouté du compost marin OK. dedans. C'était mon choix. J'aurais pu pas en remettre parce qu'il y en avait un peu de compost, mais je voulais lui donner une petite go. J'ai rajouté du compost marin, oui. Dans nos plantes d'intérieur, on peut rajouter des composts. Si ça nous tente, qu'on sait qu'on est une personne qui est négligente un petit peu sur la fertilisation, qu'on a tendance à oublier ça, de mettre de l'engrais, bon, on peut, dans notre mélange de plantes spécifiques pour la plante d'intérieur, on peut acheter un petit sac de compost, puis rajouter du compost dedans. Puis là, rempoter notre plante dedans. OK. Ça, c'est faisable. Mais si on parle d'acheter un sac de vermiculite, un sac de perlite, un sac de compost, un sac de mosotope, ça prend la place pour le faire parce que c'est... ça prend la place pour le faire. On ne fait pas ça dans le salon. C'est beaucoup de travail. Ouais. Puis c'est ça. Ça vaut pas vraiment la peine, finalement. Non, parce que ça ne reviendra pas moins cher. Ouais, côté monétaire, ça ne revient pas moins cher. Ça donne un surcroît de travail. C'est ça. Il faut vraiment le faire pour le plaisir. Il faut se simplifier la vie. Ouais, parce que... Quand on veut aimer ça, comme, au début, simplifiez-vous la vie parce que vous allez décrocher. C'est quelqu'un qui n'a pas le pouce vert, allez-y avec. Qui se lance dans le jardinage. Oui, lancez-vous pas dans le trouble, là. Oui, j'aime bien ton... allez avec des conseils qui vont vous donner dans un bon centre jardin. Oui. Puis les terreaux sont de qualité, les mélanges pour plantes d'intérieur sont de qualité. Je ne parle pas ici de mélange de magasins à grande surface. OK. Il faut faire attention. Oui, OK. Parce que dans les grandes surfaces, des marques très peu connues, et très peu et pas connues. Et pas connues du tout. Un sac qui se vend 79 cents. Pas sûr. Non, mais pas sûr, pas en tout. Assez sûr que non, achetez pas ça. C'est vraiment pas... Non. C'est de la terre noire. Peut-être avec un peu de sable dedans. Mais pour toutes les personnes qui l'ont essayé, y compris moi, c'est visible, c'est tellement visible à l'arrosage et au toucher. Non. Non, c'est pas viable comme ça. Ça vaut pas tripette, comme on dirait. Non, ça vaut la peine de payer un petit peu plus cher, d'avoir un bon terreau, puis quitte à rajouter un petit peu si vous voulez, parce qu'il y en a déjà de la matière organique. Non, ça vaut la peine de ne pas se casser la tête, surtout quand on commence. Puis commencer avec des petites plantes faciles. Hey, puis j'ai une petite dernière question pour toi. Oui. Tu sais, le fait qu'on dit qu'il faut parler à nos plantes. Oui. Pourquoi ça leur fait tant de bien quand on leur parle? J'ai une petite idée, là, mais... je sais pas. J'ai une petite idée. Ben, moi, je pensais, j'ai dit, c'est peut-être le fait que ce qu'on expire, c'est nous autres, on expire du CO2. Du gaz carbonique. Puis eux autres, les plantes s'en nourrissent. Ça pourrait être une possibilité? C'est très, très, très logique, ton affaire. C'est assez logique. J'y avais pas pensé. Moi, j'avais pensé plutôt aux vibrations. Ah, OK. Mais il paraît que, un peu comme dans une étable, il paraît que les vaches donnent plus de lait quand ils font jouer de la musique classique. Oui. Moi, j'avais pensé peut-être les vibrations. Quand on parle, le son, le timbre de voix. Ouais. Mais c'est assez logique. Ça serait une avenue à étudier. À étudier, oui. Ouais. Ça peut être possible. Ouais. On revient avec ça. On revient avec ça. Fait que on termine pour cette semaine et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres découvertes.